l'émission qu'on devait faire aujourd'hui avec la critique de Pantera et aussi le public invité qui parle de Pink Floyd, ça sera reporté parce que, bien sûr, il y a eu le drame qu'on connaît en fin de semaine. Kurt Cobain s'est tiré une balle dans la tête. Donc, demain, on aura la discussion de Pink Floyd quand même. Et le disque de Pantera, j'en parlerai, mais ce sera lundi prochain. Donc, aujourd'hui, récapitulation de la carrière de Nirvana. Je parle de chacun des disques parce que c'est quand même un des groupes très importants. Pour moi, la mort de Kurt Cobain, c'est l'équivalent un peu d'un certain John Lennon pour une certaine génération, de Hendrix, Morrison, etc. Kurt Cobain, ça a un peu commencé lorsqu'il a rencontré Chris Novoselic à l'âge de 18 ans à peu près. Et le groupe, on l'associe à la scène de Seattle, bien sûr, mais ils viennent d'une autre petite ville qui est à côté de Seattle, qui s'appelle Aberdeen, dans l'État de Washington, et le groupe s'est formé en 86. Et à la fin 88, ils ont sorti un premier simple, une chanson qui s'appelle Love Buzz, une version d'un groupe qui s'appelle Shocking Blue. Et il nous est arrivé le premier album en juillet 89, Bleach. J'avoue que, comme bien du monde, je suis complètement passé à côté de cet album-là. À l'époque, c'était un quatuor. Il y avait à la batterie Chad Channing et à la guitare Jason Everman, qui ne font plus partie du groupe. Et cet album-là a été enregistré pour 600 $. C'est pas cher pour réaliser un album. D'ailleurs, il n'a probablement pas été réalisé. Il n'y a aucun crédit pour la réalisation. C'est pas très sophistiqué, mais on pouvait sentir déjà le très grand talent d'auteur-compositeur de Kurt Cobain. On regarde un extrait de la chanson School qui est enregistrée au Faux-Phones électriques. Kurt Cobain. Ensuite est venu l'album, bien sûr, qui a tout fracassé. En septembre 91, nous arrivait l'album Nevermind. Et sans savoir, ils allaient vraiment révolutionner la scène rock américaine avec ce disque-là. Ils ont été les premiers surpris à voir que ça se vendait à coups de millions. Moi, je me souviens encore de la première fois que j'ai joué Smells Like Teen Spirit. C'était à Chaume. À l'époque, l'émission Rage s'appelait New Music. C'était un lundi soir, à 11h20 à peu près. J'écoutais la chanson, je me disais, waouh, c'est vraiment excellent. Par exemple, j'ai été voir j'ai été surpris de voir qu'après ça, il y avait du monde qui d'habitude n'écoute pas de ce genre de musique-là, des femmes enceintes, des secrétaires, des chauffeurs d'autobus qui écoutaient du Nirvana. C'est la preuve vraiment que Kurt Cobain avait rejoint absolument tout le monde. Il fait une musique extrêmement heavy, bien sûr, notre ami Kurt Cobain, mais c'est très mélodique, on s'en souvient. Et on va regarder un petit extrait de cette chanson responsable qui a tout fait éclater pour Nirvana. Et quand ils sont venus très populaires, c'est là que le problème est arrivé. Kurt Cobain n'a pas su vraiment dealer, composer avec cette pression des fans, être une star rock. Il avait dit s'il y avait un cours à suivre, il le prendrait sûr et certain. Et c'est là qu'il est tombé dans la drogue. Il a eu des problèmes, surtout avec l'héroïne. Quand il était jeune, il prenait de la drogue, comme tout le monde en a essayé à peu près, mais de là à se rendre à l'héroïne, il y a quand même tout un pas. Et cet album-là est vraiment devenu et demeurera, d'après moi, l'album le plus important des années 90. C'est des mélodies absolument incroyables. Même si on l'a écouté 100 fois, on peut l'écouter 200 fois, on ne s'entend absolument jamais. Ça a vraiment changé la face de la musique rock aux États-Unis. Si aujourd'hui, il y a des groupes comme Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Blind Melon, Soundgarden qui ont du succès, c'est à cause simplement de Nirvana. Les compagnies de disques maintenant vont chercher des groupes qui font de la musique alternative. Il n'y a pas que la petite musique commerciale qui pogne. Le rock, le bon rock, ça peut encore marcher. On regarde un autre extrait d'un autre clip de cet album-là, c'est la chanson Come As You Are. Toujours notre hommage à Kurt Cobain. Et un autre album fort important, d'ailleurs, les albums de Nirvana s'enlèvent comme des petits pains chauds dans les magasins, mais c'est surtout le premier, Bleach, et celui-là qui est Incesticide. Ça, c'est arrivé en décembre 92. C'était un cadeau de Noël de Kurt Cobain. On retrouve là-dessus 15 chansons rares qu'il a enregistrées, des fois même en 1 heure. Et j'avoue que c'est un album, même si c'est une compilation, que c'était pas supposé être un disque, c'est supérieur à Bleach. Ça contient vraiment d'excellentes chansons là-dessus. Et selon Kurt, la chanson Sliver lui a été inspirée par Electric Light Orchestra, Emerson, Lake and Palmer et Half Japanese. J'en doute, ça a été enregistré en 1 heure. Il y a même un clip qui existe. On en regarde un extrait de Sliver. Et
dernier disque, probablement qu'il y aura des compilations qui vont sortir. La compagnie va perdre de l'argent, va aller chercher dans les voûtes des vieux trucs. Mais c'est l'album In Utero qui est sorti en septembre 1993. Et Kurt Cobain avait respecté sa promesse, c'est-à-dire de nous donner un album beaucoup plus cru. Parce qu'il trouvait que la réalisation de Nevermind était trop affinée. Cette fois-là, il a fait affaire avec M. Buttigieg lui-même, Steve Albini, qui travaille à peu près en 2 heures. Moi, c'est pas exactement mon genre. On sentait aussi que notre ami Cobain commençait à être un petit peu blasé, un petit peu déconcerté par tout ce qui lui arrivait. Et parce que je sais que lorsqu'ils sont venus, je l'ai pas vu, moi, de visu, j'ai pas été au concert lorsqu'ils sont venus à Verdun le 2 novembre, mais j'ai pas eu de très très bonnes critiques. Apparemment, il avait l'air très blasé. On regarde d'ailleurs un extrait du concert, la chanson Rape Me. Quand ils sont venus avant, ils sont venus 2 autres fois, je pense, au Faux Fun, apparemment, c'était meilleur. Et intéressant de savoir, mais In Utero, c'était ma toute première critique au tout premier cimetière des CD. C'était le 20 septembre dernier. J'avais donné comme cote un 8 et ça tient toujours comme cote. J'avoue qu'à l'époque, je n'ai pas des cotes, mais Nevermind, ça c'est un 10, un 12, il n'y a pas de doute. C'est l'album des années 90. Et un 8 parce que c'était la réalisation de M. Buttigieg lui-même, Steve Albini, qui m'avait pas vraiment charmé, mais le pouvoir quand même des compositions de Cobain est toujours là. La compagnie de disques aussi avait quasiment obligé le groupe à faire un clip. Ils en ont fait un, mais avec pas n'importe qui quand même. Anton Corbijn qui a vraiment un sens de l'image incroyable. Et on regarde un extrait de ce clip qui est Heart Shaped Box. Petit signe précurseur peut-être du suicide, du malaise de Kurt Cobain. Cet album-là, In Utero, devait s'appeler I Hate Myself and I Want to Die. Je me déteste et je veux mourir. Finalement, il a changé d'idée, mais la chanson existe quand même. Mais si vous voulez vous la procurer absolument, c'est sur The Beavis and Butthead Experience. Et sachez aussi que sur No Alternative, il y a Verse, Chorus, Verse. Une autre chanson qui est cachée, qui est la chanson numéro 19. Finalement, on a eu un Unplugged qu'on a passé en fin de semaine et cet extrait de All Apologies. On va s'ennuyer de Kurt Cobain. Jeudi, je vous demandais quel rocker se mariait à une actrice le 11 avril 81. C'est Eddie Van Halen, guitariste de Van Halen, bien sûr, et Valérie Bertinelli se mariait. C'était il y a, 13 ans. Et la question du jour, à quel âge Kurt Cobain a-t-il décidé qu'il deviendrait une star rock et quel groupe l'incita à faire ainsi? Il y a surtout quelqu'un qui l'aimait énormément et on partage ce goût d'ailleurs. Peut-être que ça vous donne un indice, vous aurez la réponse demain. Demain, retour à la normale pour le cimetière des CD. Je vous parlerai du 2e disque officiel, 2e disque studio de Pavement qui s'appelle Crooked Rain. Crooked Rain. On se retrouve demain, 18h30.